Hallyday. Cette histoire est fondée sur les enregistrements du contrôle aérien, les rapports officiels et divers témoignages. Mardi 2 août 2005, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les 297 passagers embarquent sur le vol Air France 358 à destination de Toronto. Au fond à gauche. Philippe Lacaille voyage avec son épouse et 2 de leurs 4 enfants. Émilie, tu veux le côté hublot? Ils sont à l'arrière de l'avion et ne sont pas tous ensemble. On a été séparés d'Émilie. On avait 3 sièges côte à côte dans la travée centrale, mais elle était assise quelques rangées devant nous, sur notre droite, près de l'aile de l'avion. Pour Eddie O, le vol 358 est la suite d'un voyage entamé à Johannesburg. Je suis étudiant au Canada, à l'université de Queen's. Et tous les étés, je retourne en Afrique du Sud. Eddie est très chargé. J'avais toutes mes affaires, mes livres, mes vêtements, tout l'argent pour les frais de scolarité de l'année, mes ordinateurs portables. C'est aussi une étape supplémentaire du long voyage qui ramène Johan Cordaribundok de Thaïlande. J'ai changé de vol 2 jours avant de partir pour faire Bangkok, Paris, Toronto. Tandis que les passagers embarquent, le pilote et le copilote s'installent à bord de l'Airbus A340. Le commandant, Alain Roset, a 57 ans et il travaille pour Air France depuis plus de 20 ans. Son officier pilote de ligne, l'OPL Frédéric No, a 43 ans. Tu démarres ou je le fais? Fais la première partie du vol et je m'occuperai de l'atterrissage à Toronto. Je vérifie la météo. Les 2 hommes ont décidé que le commandant assurerait le décollage au départ de Paris et que l'OPL se chargerait de l'atterrissage au Canada. Destination Toronto Pearson. Les équipages se partagent souvent les opérations afin que le copilote accumule de l'expérience. Un jeune homme entre dans le poste de pilotage. Bonjour, je m'appelle Maestro Chaussé. Fils d'un employé d'Air France, il a le droit de voyager gratuitement dans un jump seat. J'ai déjà fait ça et je me tiendrai tranquille. Cet avion est un des plus sûrs au monde. Depuis son apparition en 1993, l'A340 présente un bilan de sécurité excellent. AF 358. Air France 358, piste 27 gauche, autorisation de décoller. Autorisation de décoller, AF 358. Bon après-midi, messieurs. Peu avant 14 h, le vol Air France 358 décolle de Roissy-Charles de Gaulle. Toronto a beau être à plusieurs milliers de kilomètres, les gens qui attendent des passagers en provenance de Paris se préparent déjà à aller les chercher. Allô? Audrey, j'oublierai pas. Je passerai prendre papa et maman. Non, j'oublierai pas les frangins. Généralement, on organise tout avant notre départ pour que quelqu'un vienne nous chercher. Car on a beaucoup de bagages, on ramène plein de choses de France. Notre fils Julien passait l'été à Toronto et il pouvait nous prendre. Je t'appelle dès qu'on arrive, t'inquiète pas. Je m'en occupe, d'accord. D'accord. Allez, à plus tard, salut. Bye. Il y a un avis de mauvais temps et une alerte à la chaleur au-dessus de Toronto. Il y a également un bulletin d'alerte orage. Le
voyage Paris-Toronto dure en général 8 heures. Et alors qu'il approche du Canada, le vol 358 d'Air France a tout d'un vol ordinaire. Le service était impeccable, la nourriture excellente, le personnel en cabine très efficace. Il y avait beaucoup d'étudiants français qui faisaient des échanges, des ados qui allaient au Canada pour la première fois. Certains prenaient l'avion pour la première fois, mais ils étaient turbulents. Le temps était superbe. Le soleil brillait, le ciel était bleu, les nuages très blancs. C'était une belle journée. Le pilote automatique fait l'essentiel du travail, mais comme prévu, Frédéric No a pris le contrôle de l'avion. Il y a un nouveau bulletin météo. Les deux hommes reçoivent régulièrement des bulletins météo. Couvert et pluvieux, risque d'orage, température légèrement supérieure à 20 degrés. Effectivement, des orages grondent au-dessus de l'aéroport international de Toronto. La pluie, le vent et les éclairs se déchaînent sur les pistes. La foudre a contraint les autorités aéroportuaires à déclencher une alerte rouge. Cela signifie que les risques d'être touchés par la foudre sont si élevés que les équipes au sol n'ont pas le droit de travailler sur les avions. Au moment où le vol 358 approche de l'aéroport, il est placé en circuit d'attente. Et la météo ne s'améliore pas. Il va y avoir un peu de retard. Air France 358, bien compris. Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. J'ai le regret de vous annoncer un léger retard dû aux mauvaises conditions météo au-dessus de Toronto. Nous allons devoir patienter le temps que ça s'éclaircisse. J'ai été très surprise d'entendre le commandant nous annoncer un retard à l'atterrissage de 25 à 30 minutes à cause des orages à Toronto. Avant d'entrer dans la zone orageuse, l'avion est dévié de son cap vers un circuit d'attente au nord-est de Toronto. Son aéroport de dégagement Ottawa se trouve à près de 300 km. À ce moment-là, l'A340 dispose d'un peu plus de 7500 kg de carburant, largement assez pour rallier Ottawa. Généralement, un pilote pense à l'impact économique d'un atterrissage sur un aéroport de dégagement. Ce n'est pas un élément principal dans la prise de décision, mais ça compte. Parce qu'il faut envisager comment les passagers seront transportés de l'aéroport de dégagement vers celui où l'atterrissage était initialement prévu. Faire atterrir l'avion et ses 297 passagers à Ottawa s'annonce comme un cauchemar logistique. Mais l'équipage ne peut pas patienter indéfiniment. Si l'attente se prolonge, ils devront s'y résoudre. Air France, Toronto arrivé. Attente terminée. Autorisation de suivre le point de cheminement Oisy 2. Maintenez-vous à 5000 pieds. Air France 358, annulation d'attente bien reçue. Autorisation à suivre Oisy 2. Malgré l'orage qui continue à se déchaîner à proximité de l'aéroport, l'équipage reçoit l'ordre d'entamer la procédure d'atterrissage. Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. Nous commençons la descente vers Toronto. Nous devrions nous poser à 16 h, heure locale. Habituellement, quand on annonce 45 minutes, c'est bien. Souvent, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Mais là, 20 minutes après, il nous a dit qu'il fallait qu'on se prépare à atterrir. Le copilote Frédéric No fait descendre l'A340 dans la tempête. AF 358, réduction de la vitesse à 190. Mais Frédéric No n'est pas préparé à ce qu'il attend. L'orage réserve une mauvaise surprise à tous les gens à bord du vol 358. L'orage se déchaîne de plus en plus dans les rues de Toronto. Les
conditions météo au-dessus de l'aéroport se dégradent, ce qui complique l'approche des appareils. C'est ce que vont bientôt découvrir à leurs dépens les 297 passagers du vol Air France 358. Volet 2. Volet 2. Vitesse F. Sortez le train. Train sorti. Spoiler en position. 4 trains sortis. Train sorti, spoiler en position, 4 trains sortis. Ça ira, ne vous inquiétez pas. Tout de suite, le ciel et les nuages sont devenus noirs. Ça secouait un peu. Dehors, c'était vraiment un orage. Mais pour moi, ça n'était rien de plus qu'un atterrissage par temps orageux. Mais tout le monde ne partage pas cet avis. L'avion était vraiment très secoué. Il y avait beaucoup de turbulences. On était au milieu d'une zone météo très mauvaise et je ne m'y attendais pas du tout. AF 358, réduisez votre vitesse en approche finale. Le copilote a mis l'avion en position et il est sur le point de le poser. AF 358, reçu. Volet au maximum. Volet au maximum. Il faisait de plus en plus sombre. Il y avait des centaines d'éclairs. À chaque seconde, il y en avait autour de nous. Certains ont commencé à vraiment s'inquiéter, et j'en faisais partie. Devant l'Airbus d'Air France, 2 autres avions viennent de se poser sur la piste vers laquelle ils se dirigent. AF 358, tour de Toronto. Tour de Toronto, AF 358, à vous. Autorisé à atterrir piste 24 gauche. L'avion précédent a signalé que le freinage était difficile et a estimé que le vent en surface près de la piste est du 290, entre 15 et 20 nœuds. Freinage difficile, 15 nœuds, rafale à 20. Air France 358, merci. L'avion est dirigé vers la piste 24 gauche qui lui permettra de se poser dos au vent. Cette piste borde la plus grande autoroute de Toronto qui va bientôt être engorgée par les bouchons de fin d'après-midi. S'attendant à des vents imprévisibles et de l'eau de pluie sur la piste, le pilote et le copilote préparent l'atterrissage. Sélecteur frein sur médium. Médium. L'approche finale a été infernale. Il y avait des éclairs partout. Des turbulences énormes. On sentait que le pilote se battait pour maintenir l'avion dans son alignement avec la piste et qu'il avait un mal fou à y arriver. Mon fils était très inquiet. Et moi, je l'étais de savoir ma fille loin de nous. J'ai resserré ma ceinture. Je m'attendais à un atterrissage très dur. Soit on allait être plaqué sur la piste, soit le pilote allait remettre les gaz pour faire un posé-décollé. Mais ça ne serait pas un atterrissage normal. Atterrissage, pilote automatique et automanette coupée. À 16h02, le vol 358 est au-dessus du début de la piste. Pose-le.
Pose-le! Cet atterrissage a été le plus intense et le plus dur de tous ceux que j'ai connus. L'atterrissage a été très difficile. Tout le monde s'est mis à applaudir. La dame assise à côté de moi, je m'en souviens très bien, a dit « Quel atterrissage !» Mais dès qu'elle a eu terminé sa phrase, ça a été l'enfer. L'avion a commencé à tressauter violemment. On avait l'impression d'aller à 160 à l'heure sur une route pleine de nids de poules de plus d'1 mètre. Immédiatement, on a vu un rougeoiement orangé. Je ne l'oublierai jamais. Ma fille était assise plus à l'avant, sur notre droite. Et à ce moment-là, elle a tourné la tête dans notre direction, les yeux exorbités, et son visage se découpait sur un fond complètement orange. Quelques instants après l'atterrissage, l'avion qui roule à plus de 140 km/h arrive en bout de piste. À ce moment-là, j'ai cru qu'on allait tous mourir. Personne ne survit à ce genre de choses. C'était la fin. Ensuite, je me souviens, il y a eu l'annonce. Mesdames et messieurs, tout va bien, nous nous sommes arrêtés. Tu m'étonnes qu'on s'était arrêtés. Mais tout n'allait pas bien, car j'ai tout de suite senti une odeur de carburant. L'odeur se répand en cabine. Au feu! Évacuez immédiatement! C'est la panique. Sortez immédiatement! Dégagez le passage! Tout le monde s'attendait à ce que l'avion explose. C'était évident. La fumée et les flammes se répandent rapidement et c'est la cohue pour sortir. On a entendu quelqu'un à l'arrière crier « Au feu !» Et là, ça a vraiment été la panique. S'ils ne sortent pas, ils n'ont plus que quelques secondes à vivre. 2 minutes après le début d'un incendie, la situation devient intenable. Donc, on essaie de procéder à une évacuation dans un délai de 90 secondes, tout en s'assurant qu'elle se fera autant que possible en sécurité. Les 297 passagers s'efforcent de sortir de l'avion. Émilie! 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 La seule chose qui comptait, c'était d'atteindre ma fille Emily, qui était assise 2 rangées en avant de la mienne, et de me coucher sur elle pour la protéger de l'explosion. J'ai essayé de prendre mes bagages et mon portable, puis j'ai pensé, je risque de mourir pour avoir voulu prendre mon ordinateur. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je sorte. Sur cet avion, il y a 8 issues de secours. Mais quelques secondes après l'accident, la plupart sont encore fermées. Les gens enjambaient les sièges, ils se poussaient. C'était vraiment chacun pour soi. Gardez votre calme. S'il vous plaît, gardez votre calme. Ça va aller. La porte! Ouvrez la porte! J'ai vu une hôtesse qui hésitait à ouvrir la porte, car l'incendie faisait rage juste de l'autre côté.
Si les réservoirs sont éventrés et que beaucoup de carburéacteurs s'écoulent sur le sol, il y a suffisamment de chaleur et de flammes pour faire fondre le revêtement de l'avion en quelques minutes. À l'avant de l'appareil, une épaisse fumée entre par une des ouvertures de secours et Joan Cordari Bundock se précipite de l'autre côté de l'avion. Le monsieur qui était devant moi tenait son sac, mais ça l'encombrait pour descendre le toboggan d'évacuation. C'était un homme assez corpulent. Et le toboggan ne s'est pas déployé jusqu'au bout. Donc j'ai basculé par-dessus ce monsieur et je suis tombée par terre. Eddie O a lui aussi trouvé une sortie, mais sans toboggan. Des gens me poussaient en avant, je n'arrivais pas à me retenir. Et je voulais pas sauter car j'étais au moins à 5 mètres de haut. Il va bien? Je sais pas. Est-ce qu'il va bien? Ça va. Dans le poste de pilotage, Alain Roset a été blessé quand son siège a été arraché du plancher par la violence de l'impact. De précieuses secondes s'écoulent avant que l'hôtesse parvienne à ouvrir l'issue de secours à côté des sièges de la famille Lacaille. Malgré les flammes et la fumée qui les attendent au dehors, les passagers sautent de l'avion. J'ai poussé les enfants, ma femme est descendue, et moi aussi. Et on a couru aussi vite qu'on pouvait à travers des bouts de métal tordus, des buissons épineux, à travers ce qui restait du sol que l'avion avait dévasté. Au bout d'un moment, l'incendie s'infiltre à l'intérieur de l'avion. Comme dans un appartement, les sièges et les rembourrages contiennent de la mousse. Et quand elle prend feu, ça dégage des vapeurs toxiques. C'est l'élément le plus mortel d'un sinistre. J'avais plus le choix, il fallait se jeter. J'ai dit une prière rapide, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté. Les secours arrivent sur les lieux 52 secondes seulement après l'accident. Mais compte tenu du risque d'explosion, ils ne peuvent s'approcher trop près. On avait beaucoup de mal à distinguer quoi que ce soit à cause de la pluie. Il y avait aussi beaucoup de fumée autour de l'avion à cause de l'incendie. Mais on voyait que certaines parties de l'appareil avaient été arrachées. Il y avait des roues à côté de l'autoroute et des morceaux d'ailes. Philippe Lacaille et sa famille escaladent le remblai que l'avion vient de percuter. À ce moment-là, l'avion a explosé. Une fois, deux fois, trois fois. On sentait et on entendait ces explosions énormes. J'ai regardé la première, car je n'en croyais pas mes yeux. Et j'ai vu ce que j'ai pris pour des bagages projetés dans les airs. Et à ce moment-là, je me suis dit que ça aurait pu être nous. On voyait parfaitement l'avion. Il y avait une fumée noire qui sortait du flanc de l'appareil et des flammes jaunes, oranges et rouges. On était sauvés, mais on savait que beaucoup de passagers n'étaient pas sortis. Malgré l'intervention des pompiers de l'aéroport de Toronto, les flammes dévorent le fuselage de l'épave qui continue de cracher de la fumée. Hébétés et choqués, les passagers qui ont pu sortir s'éloignent comme ils peuvent de l'appareil. Les passagers qui arrivaient étaient trempés et couverts de boue. Plusieurs d'entre eux pleuraient. Ils cherchaient d'autres passagers, des membres de leur famille ou des amis qui se trouvaient avec eux.
Il y a environ 35 minutes, un avion est sorti de la piste à l'aéroport international de Toronto. Les images du drame sont rapidement diffusées par les télévisions locales. Audrey, une des filles Lacaille, est sous le choc. Elle a allumé sa télé et elle a vu le crash de l'avion d'Air France en direct. Elle l'a vu exploser et brûler. Il y aurait 250 personnes à bord. Pour l'instant, nos correspondants sur place ne peuvent pas nous dire s'il y a des survivants. Julien, le fils des Lacaille, attend sa famille à l'aéroport. Il ignore encore tout ce qui vient d'arriver. Quoi? Comment ça, où je suis? À l'aéroport, j'attends. Quoi? Julien ne savait rien alors qu'il était sur place. Audrey lui a dit « Tu risques d'attendre longtemps, car leur avion vient de s'écraser. » Une des voies de circulation les plus utilisées d'Amérique du Nord borde l'aéroport. Et en ce début d'heure de pointe, elle est bondée. Les automobilistes ralentissent, hypnotisés par le spectacle de l'avion en flammes. Certains passagers qui se sont extraits de l'épave arrivent tant bien que mal au bord de l'autoroute. Des automobilistes s'arrêtent pour les emmener à l'aéroport. À ce moment-là, il n'y avait que 25 ou 30 personnes avec moi dans l'aéroport. Et là, on s'est demandé, il ne reste que ça? Le personnel de l'aéroport s'efforce d'identifier les survivants au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ils étaient complètement désorganisés. Il n'y a pas eu d'annonce, rien. Aucune organisation. On s'est retrouvés, tous les passagers en colère, dans une petite salle archi-comble à attendre qu'on s'occupe de nous. Certains ont même dit, la première catastrophe, ça a été l'accident de l'avion. Et la deuxième, ça a été la façon dont la situation a été gérée. Pour les proches et les familles, l'attente est terrible. Julien Lacaille redoute le pire. Pendant au moins 1h30, il nous a cru morts. C'est honteux, car bien sûr, nous, on a paniqué, on a eu la peur de notre vie. Mais les familles qui attendaient les passagers ont eu encore plus peur, car pour elles, ça a duré bien plus longtemps. Elles ont vraiment cru que leurs proches étaient morts. Au bout de plusieurs heures, les passagers et leurs familles sont enfin réunis. Julien! Julien! Vous allez bien? On va bien. Quand on a retrouvé Julien, il était 23 heures. C'était... On a eu tellement de chance. Tellement de chance d'être en vie. C'est difficile à expliquer. C'est comme si on vous donnait une deuxième chance. C'était mon fils. Je ne lui avais peut-être pas dit que je l'aimais avant de partir pour la France. Et là, c'était l'occasion de le faire. C'était un moment très beau, très, très profond. Les retrouvailles de ce genre se multiplient. Et au bout de plusieurs heures de vérification, Air France et les autorités aéroportuaires locales annoncent une nouvelle incroyable. Tous les passagers et tous les membres d'équipage du vol AF358 ont réussi à s'extraire de la carcasse de l'avion en flammes. Le lendemain, il ne reste que des débris carbonisés. L'Airbus A340 est un avion sophistiqué et très bien conçu, affichant un bilan de sécurité irréprochable. Comment les choses ont-elles pu aussi mal tourner? Le BST,
L'homologue canadien du Bureau d'enquête et d'analyse ouvre rapidement une enquête. Atterrissage, pilote automatique et automanette coupée. La pluie et les orages avaient secoué l'avion tout l'après-midi. Mais la météo a-t-elle suffi à provoquer l'accident? Pose-le! Pose-le! Ni le pilote ni le copilote ne se sont exprimés publiquement au sujet de l'accident. Nous devons évacuer immédiatement. Compte tenu des procédures judiciaires ouvertes peu après l'accident, le personnel d'Air France ne s'est pas exprimé dans les médias. Il va bien? Je sais pas. Est-ce qu'il va bien? Je sais pas. Mais un ancien formateur d'Air France, Hervé Labarthe, s'est entretenu avec Alain Roset. Et on a parlé, je sais pas, peut-être une demi-heure. Et il m'a dit, donc ça c'est le fait que je ressors de cette conversation, il m'a dit avoir demandé au contrôle, ou plus exactement, avoir informé le contrôle que là, il était vraiment tout près d'envisager de dégager. Et ce qu'il m'a dit, c'est que le contrôle lui avait dit, lui avait répondu, on va ouvrir le terrain très vite. Il y avait l'ambiance, je pense, les éclairs, les turbulences. Et très très vite, on lit moins bien les instruments. L'avion est plus difficile parce qu'il bouge beaucoup, quoi. Les enquêteurs découvrent que tandis que l'équipage s'efforçait de contrôler l'appareil au sol, les instruments très sensibles utilisés pour mesurer le vent sur la piste avaient été endommagés par la foudre. Sans eux, les pilotes étaient tributaires de leur système embarqué pour connaître les conditions de vent. L'équipement de bord ne donnait que la direction et la vitesse du vent au niveau du nez de l'avion à un instant donné, et rien plus à l'avant. Les pilotes n'avaient donc aucun moyen de savoir ce qui les attendait. Pourtant, 2 avions s'étaient posés sur la même piste quelques minutes seulement avant le vol d'Air France. Et les équipages de ces appareils avaient fait de leur mieux pour informer le contrôle aérien des difficultés liées aux conditions météo. AF 358, Tour de Toronto. Tour de Toronto, AF 358, à vous. Autorisé à atterrir piste 24 gauche. L'avion précédent a signalé que le freinage était difficile et a estimé que le vent en surface près de la piste est du 290, entre 15 et 20 nœuds. Freinage difficile, 15 nœuds. 20 nœuds, 37 km/h, c'est beaucoup, mais bien en deçà de la limite pour pouvoir poser un A340. Lorsque les enquêteurs étudient les images radars de l'aéroport, ils font une découverte. Au moment où le vol AF 358 a atterri, un rideau de pluie a violemment balayé la piste du nord vers le sud, poussé par une rafale soudaine de 33 nœuds, soit plus de 60 km/h. L'équipage d'Air France a donc été confronté à des conditions bien plus mauvaises que celles qu'on leur avait annoncées. Atterrissage, pilote automatique et automanette coupée. 33 nœuds, c'est le vent de travers maximum toléré pour un A340 se posant sur une piste sèche. Donc à 33 nœuds, à 90 degrés, vous commencez à dépasser les limites de l'avion. En étudiant l'aéroport, les enquêteurs trouvent une autre pièce du puzzle. Des problèmes de maintenance et les orages ont obligé les contrôleurs aériens à utiliser la piste 24 gauche, mais c'est la plus courte de l'aéroport. Elle mesure près de 650 mètres de moins que certaines autres. Le vol AF 358 doit donc se poser sur la piste la plus courte, aveuglé par la pluie et poussé par des vents inattendus. Depuis 4 heures en vol, ils savaient qu'il y avait des orages terribles, alerte rouge, etc. C'est ce qui, pour moi, pose le plus de problèmes parce que... Est-ce qu'ils étaient fatigués? Est-ce qu'il y avait un peu de laisser aller de la routine? Mais en tout cas, c'est clair qu'ils n'ont pas mesuré le danger. Il est évident que les pilotes n'ont pas perçu comme menaçantes les informations provenant de ces sources différentes. Par conséquent, ils ont tenté d'atterrir. Malgré des conditions mauvaises et une piste plus courte, l'avion disposait de 3000 mètres pour se poser, ce qui aurait dû suffire. Pour découvrir pourquoi les choses ont mal tourné, les enquêteurs remontent dans le temps. En 1999, un accident étonnamment similaire a eu lieu à Little Rock, aux États-Unis. Je ne vois rien. On a dévié. Je ne vois vraiment rien. On a dévié.
Confronté à une météo imprévisible, l'équipage d'un appareil d'American Airlines s'était posé, mais avait fini par sortir de la piste. 11 personnes avaient trouvé la mort. Greg Feith avait alors participé à l'enquête. Tout de suite, j'ai eu une impression de déjà-vu. Les premiers éléments concernant l'accident de l'avion d'Air France m'ont beaucoup rappelé celui d'American Airlines. À Little Rock, Greg Feith avait découvert que l'équipage avait commis une erreur dramatique qui était en grande partie à l'origine du drame. Les pilotes n'avaient pas suivi toutes les procédures et les spoilers n'étaient pas armés. Or, ça permet de réduire la portance des ailes et ça fait appuyer lourdement l'avion sur la roue de train principale pour un freinage optimal. Les spoilers ne sont qu'un des moyens d'arrêter un avion de ligne. On utilise aussi des inverseurs de poussée ou reverse pour diriger la poussée des turbines vers l'avant lors de l'atterrissage et enfin des freins sophistiqués. Pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de problème mécanique, les enquêteurs examinent ces 3 modes de freinage. Un des freins du vol 358 a été détruit par l'incendie, mais les 7 autres sont passés au banc d'essai. Tous fonctionnent correctement. Volet 2. Volet 2. Vitesse F. Sortez le train. Les enquêteurs constatent également que, contrairement à ce qui s'est passé à Little Rock, les spoilers ont été correctement déployés. Train sorti, spoiler en position, 4 trains sortis. On voit sur les moteurs que les inverseurs de poussée sont déployés. Aucun problème mécanique n'est décelé. Mais pendant que l'enquête se poursuit, le Figaro publie un scoop. Il semblerait que les inverseurs qui permettent de ralentir l'avion en utilisant les moteurs n'aient été sortis que 12 secondes après que l'avion a touché la piste. À ce propos, le commandant Rosé m'a donc confirmé ce fait. Et son explication était que son pilote était crispé et avait beaucoup de mal à contrôler l'avion en latéral à cause probablement des rafales de vent de travers. Et aussi parce que la piste était très glissante et que donc sa main était crispée sur les manettes de gaz. Ça empêchait aussi le commandant de le faire lui-même et les reverses ne sont pas sorties. Peu après la parution de l'article, les enquêteurs publient leur rapport préliminaire et ils confirment la version du Figaro. Le BST explique que même si les inverseurs de poussée étaient sortis, ils n'ont pas été déployés dès que l'avion a touché le sol. En fait, il a fallu attendre 17 secondes avant qu'ils atteignent leur puissance maximale. La question du pourquoi de ce retard a été soulevée dans le rapport préliminaire. Et je ne m'aventurerai pas à spéculer sur sa nature ou sur sa cause. Je sais simplement qu'en règle générale, les pilotes sortent les reverse dès que possible pour avoir un freinage maximal. Les enquêteurs mettent en lumière d'autres éléments troublants survenus dans les dernières secondes du vol 358. Lorsqu'il est arrivé au-dessus de la 24 gauche, l'avion était 2 fois trop haut et il s'est posé donc presque à mi-piste. Pose-le! Pose-le! Vu les conditions météo, l'équipage n'avait pas assez de temps pour s'arrêter. Une fois que l'avion est sur la piste, le pilote doit décider soit d'y rester pour essayer de se sortir de ce pétrin, soit annuler l'atterrissage, remettre les gaz, redécoller, faire un tour, reprendre ses esprits et tenter un deuxième atterrissage. Dans un poste de pilotage, les décisions ne sont pas unilatérales. Pilote et copilote travaillent en tandem. Si le commandant voit que l'atterrissage va mal se terminer, il doit remettre les gaz. Il doit faire cette procédure d'atterrissage interrompue. C'est une obligation. Et bien entendu, si le copilote de lui-même le voit, c'est à lui de le faire en premier. Mais le commandant de bord a cette responsabilité d'intervenir pour ne pas laisser se dérouler un atterrissage trop long, ça c'est clair. Au moment où l'avion a touché le sol, il n'avait plus que 1500 mètres pour s'arrêter. Et le fait que les reverse n'aient pas été sortis immédiatement a fait perdre de précieuses secondes.
Est-ce que l'action des réverses immédiates aurait fait une différence? Oui, bien entendu dans le cas général, puisque l'efficacité des réverses est à son maximum à grande vitesse, c'est-à-dire tout de suite à l'atterrissage. Et c'est tout l'intérêt des réverses, on peut résumer en parlant de freinage aérodynamique. L'autre problème, c'est que l'avion a touché des roues à mi-piste. Et que réverse ou pas, à mi-piste, c'était déjà trop tard, comme l'a souligné le directeur de l'enquête. Cela dit, s'il avait actionné malgré tout les réverses immédiatement, il serait sorti moins et moins vite. Par gros temps, la marge d'erreur est quasiment nulle. Cet après-midi-là, la pluie, une bourrasque de vent, un atterrissage tardif et une piste courte ont scellé le sort du vol 358. Les spécialistes de l'aéronautique sont d'ailleurs inquiets quand ils constatent que le nombre de sorties de piste reste encore trop fréquent de par le monde et que les procédures de sécurité pour les empêcher n'ont pas été mises en place. Il ne reste presque plus rien de l'A340 qui s'est écrasé à l'aéroport Pearson de Toronto cet après-midi d'août 2005. Ce fut un incident dramatique, mais chose incroyable, passagers et membres d'équipage ont tous survécu. Cependant, cette année-là, le vol d'Air France n'a pas été le seul à sortir de la piste. Dans le monde, on a dénombré 37 sorties de piste en 2005, et les causes de ces incidents étaient étonnamment similaires. Certaines causes reviennent sans arrêt lors des sorties de piste. Les conditions météo, l'état de la surface de la piste, elle peut être mouillée, gelée ou enneigée, et une allure excédant la vitesse d'approche à respecter suivant le type d'appareil, ce qui fait que l'avion ne ralentit pas suffisamment. Tous ces facteurs sont récurrents lors des accidents de ce genre. Contrairement à l'accident de Toronto, d'autres du même genre ont fait des victimes. Cet avion est sorti de la piste à Chicago quelques mois après celui d'Air France et a provoqué la mort d'un enfant qui se trouvait dans une voiture. Beaucoup d'aéroports anciens, en particulier dans les grandes villes, qui se sont étendus vers les aéroports, ne peuvent consacrer qu'un espace limité aux aires de dégagement. Il faut songer à ce qui se passe quand la piste est couverte de neige, de glace ou d'eau stagnante. Cela nuit à la distance de freinage de l'avion. Ajoutez à ces conditions un vent arrière qui soufflait lors de l'accident du vol d'Air France. Et quand vous additionnez ces facteurs, vous augmentez les risques à l'atterrissage de 50%. L'Organisation de l'aviation civile internationale a recommandé que chaque aéroport dispose d'une zone de sécurité de 300 mètres au bout des pistes accueillant des vols internationaux. Un peu moins contraignante, les normes canadiennes exigent une aire de dégagement de 60 mètres seulement, avec une rallonge de 90 mètres. La piste 24 gauche est dans le bas de cette fourchette. Il y avait déjà eu à Toronto une sortie sur une piste qui se trouvait alors presque dans le même alignement que celle qui existe actuellement. En 1978, un DC-9 d'Air Canada qui n'avait pas pu décoller était tombé dans un grand fossé. L'avion a commencé à freiner, mais on est tombé d'une quinzaine de mètres au bout de la piste. On est passé par-dessus le bord. Il y a eu un grand bruit. Il y avait des gens et des sièges partout. Lors de cet accident, 2 personnes avaient été tuées. Une enquête menée suite au drame avait recommandé de combler le fossé, mais cela n'a jamais été fait. Le fossé est abrupt. Il fait une quinzaine de mètres. Si vous faites tomber une machine aussi complexe qu'un avion de ligne d'une telle hauteur, il se casse. Il existe pourtant une solution pour remédier aux sorties de piste, mais elle n'a été mise en place que dans quelques aéroports internationaux. Il s'agit d'un système d'arrêt d'avion baptisé IMAS.
C'est une couche d'une sorte de pierre artificielle ou de gravier artificiel d'une certaine profondeur. Tous ceux qui ont essayé de faire du vélo sur du gravier ont constaté qu'il s'arrête très vite et qu'il est presque impossible d'en sortir en pédalant. C'est pareil pour les avions. Seuls quelques aéroports dans le monde ont installé ce système. C'est nettement plus efficace que le freinage par friction et incomparablement plus efficace que les inverseurs de poussée et les spoilers. Bien réalisés, ces systèmes peuvent stopper un avion de grande taille, quel que soit l'état de la piste, sur une distance très courte. Nous devons évacuer immédiatement. Une des directives de sécurité a cependant bien été respectée lors de l'incident du vol 358. Malgré la fumée et les flammes, l'équipage s'est assuré que tous les passagers évacuaient l'Airbus en 90 secondes. C'est un miracle que tous ces gens aient pu sortir de l'avion aussi vite avant qu'il ne brûle. Ce vol Air France est remarquable dans la mesure où tout le monde s'en est sorti indemne. Certains étaient blessés, mais tout le monde a survécu. Il faut le signaler. Et de ce point de vue-là, l'évacuation a été très efficace. Le commandant Alain Rozay ne revolera sans doute plus pour Air France. Ses blessures ont nécessité des traitements très lourds et à la date de l'accident, il était à moins de 3 ans de la retraite. Le commandant Rozay, il revivait tous les matins les flammes, le bruit, sa blessure, et il était très triste de terminer sa carrière comme ça en ayant cassé un avion. C'est affreux pour un pilote, affreux. Frédéric Naud, le copilote, a été suspendu pour une période de 3 mois. Au début de l'année 2006, il a repris du service chez Air France. D'après les témoignages, après avoir aidé le commandant Rozay, il a été le dernier à quitter l'avion. Les passagers, eux, font face à l'accident, chacun à leur manière. J'ai fait des cauchemars presque toutes les nuits. Des flashs me revenaient pendant la journée. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Je me demandais pourquoi j'avais survécu. Ça fait peur d'être dans un tel état. Mais ça m'a appris à être fort. Il faut vraiment prendre au sérieux les directives de sécurité et les consignes d'évacuation. Car on ne sait jamais. C'était un vol sans histoire. Il n'y avait aucun signe annonciateur d'un problème. Tout a basculé à la dernière seconde. Dieu merci, je suis là pour en parler aujourd'hui. La porte! Ouvrez la porte! Il y a eu beaucoup de négatifs dans cet accident. Il y a eu beaucoup de positifs. Le négatif, c'est « je vais mourir, c'est horrible, je fais des cauchemars ». Et oui, je suis traumatisé, mes enfants aussi. Mais il y a aussi du positif. Je suis en vie. On m'a donné une deuxième chance. On m'a donné une deuxième vie. Et nous tous, ma femme, mes enfants et moi, nous avons ressenti ces mêmes effets positifs. Il faut donner, faire quelque chose pour autrui, ouvrir son cœur et faire preuve de compassion à l'égard des gens qui en ont besoin. C'est presque thérapeutique pour nous. Plus on fait pour autrui, mieux on se sent. Donc, je me suis dit que si je pouvais ouvrir mon cœur aux autres, ça m'aiderait, moi aussi.